Si vous ne m'entendez pas, je parlerai. Nous sommes donc ici, nous avons la chance d'être là ce soir pour poser cette question importante qui est comment va-t-on à la recherche de grands romans, de grands récits qui parlent à l'échelle de l'Europe à tout un ensemble de lecteurs. Si nous faisons cette présentation et cette discussion ce soir, c'est parce que à la fin de la semaine aura lieu le lancement et la première édition d'un tout nouveau projet du groupe d'études géopolitiques et de la revue Le Grand Continent, que vous avez peut-être vu circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou en tout cas dont vous avez peut-être déjà entendu parler en discutant avec nous, qui est le prix Grand Continent, un prix littéraire qui a pour ambition d'aller justement à la recherche chaque année de récits européens en agrégeant 5 espaces linguistiques: le français, l'allemand, le polonais, l'italien et l'espagnol, et au sein de chacune de ces langues, donc, de partir à la recherche de romans de fiction, donc, capables d'incarner quelque chose comme l'imaginaire culturel et politique de l'Europe contemporaine, auquel, donc, au terme d'une sélection et d'une élection par un jury dont une des membres est présente avec nous ce soir, le lauréat sera traduit et diffusé dans l'ensemble des langues participantes. Donc c'est un prix qui vise à la fois, disons, sous un angle abstrait ou général, à faire émerger et à faire le pari d'œuvres et de donner l'échelle européenne comme champ de lecture et d'ouverture à une œuvre, et en même temps qui, sous un angle assez concret, et c'est peut-être ces deux angles qui nous serviront de moment pour parler ce soir, sous un angle assez concret qui vise aussi à s'inscrire réellement dans le paysage éditorial européen et à accompagner la promotion, la diffusion, le cofinancement de traductions d'œuvres donc dans ces 5 espaces linguistiques du continent. Alors, avec nous ce soir pour en discuter, deux invités. Premièrement, Andrea Marcolongo, qui est, je le disais, membre du jury du prix Grand Continent, qui est une écrivaine italienne. Je disais tout à l'heure que hier soir, nous avions, lors du lunedì du Grand Continent, donc de la discussion hebdomadaire en italien, une éditrice française qui parlait en italien. Ce soir, nous avons donc une écrivaine italienne qui parle en français. Vous avez publié, vous êtes helléniste de formation, mais aussi latiniste de formation et récemment d'écriture. Et vous avez publié plusieurs ouvrages en italien et qui sont traduits dans beaucoup de langues. On pourra peut-être en discuter d'ailleurs des différents publics qu'ont rencontré vos livres, mais en français en particulier, hein, La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, La part du héros sur l'aventure de Jason et des Argonautes, Étymologie pour survivre au chaos, tout cela aux belles lettres, et tout récemment, L'art de résister, un livre sur l'Énéide paru chez Gallimard. Vous êtes également critique littéraire, rédactrice régulière dans des journaux comme La Stampa. Et avec nous également Marie-Pierre Gracedieu. Vous êtes une des, si vous me permettez de le dire, une des plus grandes sommités de l'édition de littérature étrangère en France. Vous avez dirigé l'édition historique de littérature étrangère chez Stock, la Cosmopolite, jusqu'en 2012. Puis vous avez chez Gallimard dirigé la collection du monde entier. Et tout récemment, au début de cette année, et vous avez lancé un projet qui s'annonce passionnant, de maison d'édition, Le Bruit du Monde, dont j'espère que vous nous direz un peu plus pendant l'heure qui vient. Peut-être que, sans en dire beaucoup plus sur le prix Grand Continent, le but de cette discussion n'est pas de disserter sur le prix, mais plutôt de se mettre à l'écoute de votre expertise pour en recueillir, j'allais dire, en faire avancer la réflexion collectivement.
S'il y a des questions ponctuelles de votre part ou d'autres sur le prix, nous pourrons bien sûr y répondre, mais l'idée est plutôt, je donne ces indications comme cadre à notre discussion, j'allais dire de rester au niveau de l'ambition de ce prix et de son rapport au marché éditorial et à la littérature européenne en général. Si vous me permettez d'organiser cette conversation en deux temps, peut-être que on pourrait réfléchir d'abord à la dimension concrète, à celle qui vient de vos expériences d'éditrice et d'autrice, qui vous a sans doute l'une et l'autre confronté à la fois, évidemment, au dialogue, au passage d'une ère culturelle et linguistique à l'autre, de beaucoup de livres que vous avez publiés et des livres que vous avez écrits, et quelque part aussi peut-être des lacunes ou des difficultés que peuvent représenter ces passages de l'un à l'autre. Je commence peut-être par vous, Marie-Pierre Grace-Dieu, en vous demandant, avec l'expérience qui est la vôtre, peut-être quel capteur développe une éditrice de littérature étrangère pour comprendre ce qui marche quand on vient d'un espace, quand un roman vient d'une autre langue et d'un autre espace culturel. Alors ce qui marche, c'est très compliqué parce que finalement, c'est pas du tout parce qu'un livre est lu dans un pays qu'il va l'être en France ou dans un autre pays, mais on dit beaucoup que les livres qui sont lus en France ou qui ont un grand succès en France ne marchent pas du tout dans les autres pays. Donc ça va vous sembler très pessimiste. Moi, je l'approuve pas totalement, mais ça voudrait dire qu'en France, on cherche des livres un peu différents. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ce soir, mais je pense qu'on a quand même un écosystème éditorial qui repose en fait beaucoup sur la librairie, beaucoup aussi sur une certaine idée de la critique, de la presse, qui nous permet de faire des choix ambitieux et de les assumer dans le temps. Bon, souvent, il faut du temps quand même en édition. Et puis, c'est vrai qu'au cours de ma carrière, donc je passais 15 ans à travailler en littérature étrangère, comme vous disiez Mathieu, et bon, je suis arrivée très jeune chez Stock et j'ai eu la chance, surtout avant de devenir une sommité, qu'un grand éditeur, Jean-Marc Roberts, me confie cette collection qui était très importante pour moi parce qu'il y avait parmi les très grands auteurs, pas seulement anglophones, mais il y avait Virginia Woolf, il y avait Carson McCullers, de grands écrivains scandinaves, aussi Sigrid Undset, voilà. Et cette collection n'allait pas très bien à l'époque, donc il s'agissait quand même effectivement de remettre la littérature étrangère un peu au goût du jour. Et du coup, finalement, les premières difficultés auxquelles on se heurte, alors quelles sont-elles? Déjà, il faut pouvoir lire les textes. Donc, en tant qu'éditeur, on se pose la question de savoir ce qu'on va pouvoir approcher directement. Moi, je lis l'allemand, par exemple. Je suis une germaniste. L'allemand était ma première langue étrangère. À l'époque, mes parents l'ont choisi pour de mauvaises raisons, parce que c'était le cursus d'excellence et tout, mais moi je suis tombée amoureuse de cette langue. Donc je dois dire que chez Stock, l'un des premiers auteurs contemporains que j'ai pu découvrir, Sacha Stanisic, avait écrit son magnifique roman sur la guerre des Balkans en allemand, j'étais particulièrement heureuse, parce que vraiment j'ai savouré ce livre, voilà, de première à la dernière page, et ça a été un événement important pour nous de le publier. Donc la langue dans laquelle on a accès, mais je ne parle pas toutes les langues européennes, loin de là. Donc assez vite, on a besoin de lecteurs et de conseillers, en fait. Et ça prend du temps. Alors ça, c'était... Bon, je lis l'anglais, bien évidemment. L'anglais est même devenu plus important pour moi que l'allemand, malheureusement, parce que j'ai vécu aussi dans des pays anglophones. Mais ça permet quand même... Enfin, lire l'anglais et bien lire l'anglais, ça permet aussi parfois d'avoir accès à d'autres langues qui ont été elles-mêmes traduites en anglais. Après, l'espoir, c'est que ça a été bien traduit en anglais. Ça, c'est un grand problème souvent. Et après, chez Gallimard, effectivement, la collection du monde entier traduisant de nombreuses langues, ce qui est essentiel, c'est vraiment de veiller à ce que le comité de lecture comprenne de très bons lecteurs de l'italien, de l'espagnol. Et donc là, on avait une équipe d'éditeurs, carrément un éditeur de l'espagnol formidable, Gustavo Guerrero, qui est là depuis très longtemps. J'ai accueilli une éditrice, Juliana Nicelli. Alors ça, c'est intéressant, justement, pour l'italien, quand j'étais chez Gallimard. Quelqu'un est parti qui s'en était occupé pendant longtemps et j'ai cherché quelqu'un qui soit italienisant. Et j'ai vraiment eu du mal. En fait, donc là, il y a une vraie question qui se pose, c'est que finalement, quand même, ces 20 dernières années, l'anglais a pris beaucoup de place dans les cursus. Le chinois, d'ailleurs, est en train d'en prendre aussi beaucoup. Mais finalement, les langues européennes, on les apprend de moins en moins. L'italien, justement, c'est un sujet... je ne sais pas si, Andrea, vous avez l'impression qu'en France... Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Ouais, l'italien souffre. Ouais. Oui, l'italien souffre, l'espagnol aussi. Et l'espagnol aussi, oui. Ouais. Surtout même une formation en tant qu'italianiste. Oui. Ça arrive peut-être parfois
ça suffit pas simplement, moi ça c'est mon opinion, de parler la langue, mais j'ai bien aimé le mot écosystème que vous avez utilisé parler d'un système éditorial. Voilà. Parce qu'après, l'autre difficulté, en fait, effectivement, c'est une fois que le livre paraît, alors l'auteur est étranger, on considère qu'il doit toujours parler anglais maintenant, alors pas toujours le cas, mais ils essayent quand même, et puis bon, de fait, ils le parlent de mieux en mieux, parce qu'ensuite les journalistes, français, n'aiment pas trop parler dans une autre langue que le français. Mais alors, voilà, s'ils ne maîtrisent pas bien l'anglais, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ensuite, ils vous disent, non, on ne va pas pouvoir l'inviter à la radio parce qu'il va falloir interpréter en direct. La télé, on n'en parle même pas. Bon, de toute façon, la télé, il n'y a plus beaucoup d'émissions littéraires. Donc, il y a ces difficultés-là aussi à surmonter. Et après, les libraires sont de remarquables alliés parce que là, pour le coup, on est le dernier pays en Europe. Alors peut-être en Italie, je serais curieuse de savoir comment vous trouvez le paysage des librairies, en fait. Est-ce qu'elles vont bien? Moi, je le trouve très très bien. Surtout par rapport à l'Italie, où il n'y a pas... le système de librairie indépendante n'a pas tenu. Alors là, on a des grandes chaînes commerciales de librairies, mais c'est de plus en plus difficile de trouver le libraire spécialisé ou indépendant. Oui, on a plutôt de grands supermarchés de livres avec après. Là, c'est tout récent, je pense que ça date de l'année dernière. Une loi un peu pareille comme en France, qu'on ne peut pas faire sur le marché du livre. Alors ça quand même, ça aide un peu à protéger le marché par rapport à Amazon et tous ces commerces en ligne qui a fait du livre un bien comme n'importe quel bien. Mais en France, vous le savez peut-être, mais il y a cette loi sur le prix unique du livre qu'on doit à Jacques Lang en 1981 et qui fait qu'un petit libraire le vend au même prix qu'une grande surface et la grande surface ne peut pas le vendre moins cher. En Italie, ça c'était l'année dernière, cette loi. Ah oui, donc ça va peut-être on espère. aider. Mais ça arrive très souvent moi, je pense, je connais assez bien le système de librairie italienne. C'est de plus en plus difficile vraiment de trouver de librairies indépendantes. Et même comme l'Italie, malheureusement, ce n'est pas un pays qui lit beaucoup. Ça devient de plus en plus difficile. C'est assez commun d'avoir des petits villages, mais pas si petits. Je ne parle pas du village perdu dans la montagne. Mais sans librairie. Sans librairie. Mais sinon, la librairie du centre commercial qui voit le livre comme des biens de commerce. Alors qu'en France, c'est un peu l'exemple inverse. Et puis les 2 années qui viennent de s'écouler, étrangement, ont plutôt favorisé la création de librairies. Il y a des gens qui changent de métier pour devenir libraires. Donc moi, j'avoue que comme je travaille beaucoup avec l'étranger et que j'échange tout le temps avec mes correspondants dans tous les autres pays, et quand même ils sont très déprimés par ce qui se passe pour le livre globalement, parce on a décrété la librairie commerce essentiel, ça a tout changé. Je veux dire, elles ont fermé certes pendant le premier confinement, mais ensuite elles ont rouvert. Et donc là, ces 2 années, c'est extraordinaire la somme de livres qui se sont vendus. Et les libraires aiment beaucoup la littérature étrangère, je dirais au sens large, bien sûr qu'ils sont sensibles aussi à la littérature européenne. Après, encore une fois, il y a tellement de livres qui paraissent que finalement, nous éditeurs, on doit faire attention quand même à nos choix. Moi, je dirais ce qui m'a attiré aussi dans ce projet du Bruit du Monde, on a créé, mon compagnon et moi, à Marseille. C'était l'idée de publier moins aussi. Publier moins. Bien sûr qu'on va publier des livres, donc on va participer à la production générale, mais notre programme sera une 20aine de livres par an. Et j'avais très envie de ça, en fait, après toutes ces années, passer dans de plus grandes maisons, avec plus de concurrence interne. Et de publier aussi. Après, ce que je trouve un peu dur, souvent, en France, c'est que par contre, on a beaucoup séparé littérature étrangère et littérature française. Vraiment. Alors qu'en réalité, on a envie d'avoir des correspondances. Et là, du coup, je pense qu'avec le prix, vous décidez aussi de repérer des auteurs français qui pourront être traduits donc, vers le polonais, vers l'italien, et à l'inverse, c'est même langue. Oui, ça c'est tout à fait... Moi aussi, je sens ça en France. En Italie, c'est un peu plus mélanger les deux, étranger et littérature italienne. Ici, en France, il y a vraiment, comme si on parle de deux pays, de deux mondes différents. Et si je peux me permettre de vous poser, Andrea Marcolongo, une question, j'allais dire, symétrique de l'expérience de Marie-Pierre Gracedieu. Qu'est-ce que, avec vos livres en général, le dernier ou d'autres, j'allais dire, quel tour d'Europe des publics est-ce que cela a construit pour vous, puisque vous avez été traduite dans plusieurs langues, je pense au français, à l'espagnol aussi, et au total dans 28 pays. Donc c'est quand même gigantesque. Peut-être d'ailleurs c'est peut-être aussi, si vous voulez en discuter, peut-être grâce
à la dimension universelle des sujets dont vous traitez, qui peut-être elle aussi dessine une autre carte de l'Europe ou de la pensée. Mais j'allais dire, est-ce que l'expérience concrète du voyage d'un livre et de son autrice avec lui vous a marqué? Il faudrait là que j'écris un livre un jour sur ce sujet, parce que effectivement, moi j'ai déjà une position assez étrange, parce que je suis italienne, comme mon petit accent le démontre, mais je suis écrivaine. Mais je me coupe notamment du classique, du latin, du grec, et alors c'est une mythologie antique, que c'est une sorte de, au moins pour moi, c'est une sorte de littérature européenne, voilà, la première forme de littérature européenne. Et en même temps, je suis critique littéraire, mais plutôt spécialisée en littérature étrangère, donc pas littérature italienne. Et alors là, ça mêle pas mal les choses et les cas. Donc j'ai trouvé très intéressant, après, ce que vous étiez en train de dire, Marie-Pierre, après on peut revenir. Dans mon cas, en tant qu'écrivaine, pour moi, c'est tout. Je ne savais rien. Moi, j'ai écrit un livre. Mon premier livre, c'était consacré au grec ancien. J'avais un ami, comme il avait déjà fait Jacqueline Romy. Il dit, moi, j'aime bien le grec ancien, je le trouve merveilleux. Et je m'attendais presque à rien. Tous mes amis me disaient, ça va être une catastrophe, personne ne va le lire. Mais pourquoi, Sandre, on attend un livre de toi? Mais pourquoi vraiment le grec? Pourquoi pas un roman? Blablabla. Bref, d'un jour au lendemain, je me suis retrouvée traduit. Au moins, ils l'ont vendu. Mais ils l'ont vendu, moi j'utilise encore il, parce que je n'ai même pas bien compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais vraiment, dans l'espace de 2 mois, je dirais, l'éditeur italien, il a vendu le droit dans 28 pays étrangers. Moi, je me rappelle à l'époque, j'avais des courriers qui disaient livre vendu en Argentine. Très bien. Je pensais que je n'arrivais même pas vraiment à comprendre. Ça m'a pris vraiment du temps pour me rendre compte. C'est exactement ce que vous venez de dire. Parfois, j'ai pas mal d'histoires rigolo, autres embarrassantes, parce que je ne comprenais pas, si on parle de journalistes, de critiques, d'éditeurs. C'était évidemment beaucoup plus facile là où je parlais la langue. Et donc là, j'ai vraiment pu suivre le projet éditorial, me confronter avec l'éditeur, pas simplement les traductions, pas simplement approuver une traduction dont je ne comprenais rien. Malheureusement pour moi c'est l'inverse, je ne parle surtout pas l'allemand, j'ai même du mal à prononcer le titre de mes livres en allemand, et alors là j'ai validé la traduction, c'est parfait. Mais quand je suis sortie un peu de cette dimension même d'incrédulité générale, et je me suis retrouvée, moi là en tant qu'écrivain étranger traduit dans un pays étranger, je me rappelle que la France était le premier pays qui m'a accueilli en tant qu'écrivaine. Là, je me suis confrontée à un monde que je ne connaissais pas, notamment le monde littéraire français. Je me suis rendu compte que c'était chaque pays où j'allais, où je vais encore, c'est complètement différent d'un point de vue éditorial, du public, libraire par rapport à mon pays. Que cette dimension européenne, j'avais de plus en plus du mal à la retrouver, à la sentir. Mais par rapport à un système éditorial, mais le fait que le thème, le sujet des mes livres, c'est notamment la mythologie antique, d'une certaine façon a créé une sorte de terrain commun entre moi et mes lecteurs. C'était très rare, et je pense notamment même à l'Amérique du Sud, qui évidemment ce n'est pas en Europe, c'est très loin, mais ça m'a vraiment surpris. C'est presque paradoxal, mais c'était assez facile pour moi de rencontrer des lecteurs au Pérou, au Chili, et pour parler d'Homère, parce que voilà, on partageait vraiment quelque chose de commun. Après, c'était très intéressant pour moi de découvrir les réactions différentes. En Europe, notamment, il y a le débat, ça sert à quoi, le classique, est-ce qu'il faut préserver le latin, le grec, notamment il y a ces questions un peu que je dirais vraiment, on a la tendance à juger, je dirais, l'Antiquité. Quand en Amérique du Sud, là, c'était vraiment la merveille, l'émerveillement devant Homère, ses récits, ses mythes, les voyages d'Ulysse. Et alors, je me suis... Et là, ça continue. Là, j'habite en France. Alors, ça devient encore plus paradoxal parce que j'habite en France, je lis en français. Je suis évidemment au courant des nouvelles sorties françaises. Un peu moins des nouvelles sorties en Italie. Alors, quand je rentre en Italie, parfois, j'ai du mal, j'ai une sorte de décalage par rapport au système éditorial. Mais mon éditeur est Gallimard, donc je suis publiée en français, mais quand même j'écris en italien. Je dis que je suis italienne parce que j'habite ma langue italienne. Et alors, je dirais, je ne sais pas, pour moi c'est chaque jour
Parfois, je reçois des lettres de lecteurs qui m'expliquent des choses différentes. Les lecteurs, ça peut être allemand ou autrichien. Chaque jour, pour moi, c'est vraiment un tentative de cataloguer, ou voilà, je dirais, la carte européenne de mes lecteurs et surtout de mes livres. Ici, vous prenez l'exemple d'un livre dont vous... Enfin, qui a parmi ses qualités celle de toucher une universalité qui permet de transcender les frontières, les habitudes éditoriales, les complexités de chaque pays, les incompréhensions peut-être entre certains. Mais peut-être que dans les expériences d'édition que vous avez eues, Marie-Pierre Grace-Dieu, il y a aussi la réussite inverse, c'est-à-dire des livres qui pourraient paraître extrêmement locaux, situés dans leur culture natale, j'allais dire, et difficilement exportables, qui ont en fait été des gigantesques succès de librairie entre vos mains, peut-être Oui, il y a un exemple qui est celui de Purge, le roman de Sophie Oksanen, parce que la manière dont je le découvre, c'est en Suède, le temps d'un café assez informel avec une jeune femme brillantissime qui devenait agent littéraire. Et effectivement, elle m'annonce que cette autrice finlandaise, Sophie Oksanen, dont j'avais vaguement entendu parler, mais elle allait publier donc son 3e roman, et elle a commencé à me raconter l'histoire qui était inspirée finalement de l'occupation soviétique en Estonie. Donc elle est finlandaise, mais pour autant elle s'occupe d'Estonie, et elle me parle des personnages qu'elle a imaginés et tout dans l'histoire effectivement capture mon attention. Et puis elle m'explique que quand même ils ont beaucoup d'espoir pour ce livre, donc ils ont fait traduire 100 pages dans un magnifique anglais, c'est la meilleure traductrice du finnois vers l'anglais. Donc j'essaye de pas trop lui montrer que je suis très intéressée, parce qu'elle est quand même une agente, et je reprends un avion pour Paris, je lis cet extrait dans l'avion, et là j'étais éblouie par la langue, et surtout j'ai ressenti la même force que ce qu'avait été la lecture de La douleur de Marguerite Duras. Je suis arrivée dans le bureau donc, de Jean-Marc Roberts, pour qui je travaillais à l'époque chez Stock, et je lui ai dit, écoute, il y a ce roman incroyable qui raconte l'occupation soviétique en Estonie. Il m'a regardé très gentiment en me disant, très bien Marie-Pierre, bon alors quoi, tu veux faire une offre pour ce livre qui n'est pas encore sorti en Finlande, d'accord, très bien, peut-être on peut offrir un avaloir raisonnable, n'est-ce pas, parce que bon, on a beaucoup reparlé après, donc c'est pour ça que je crois qu'à l'époque je ne me suis même pas rendu compte qu'effectivement il était un peu apeuré à l'idée de publier ce livre. Mais moi, j'étais vraiment animée d'une très forte conviction. Et entre ce moment-là et la publication, il y a eu 2 ans. 2 ans qui ont été passés à rechercher d'abord le traducteur, la traductrice. Sébastien Cagnoli, c'est quelqu'un que j'avais rencontré dans une autre vie éditoriale. Et je savais qu'il était à la fois traducteur du finnois. C'était un jeune traducteur, hein, il n'avait pas encore tant traduit. Mais qu'il avait une très bonne connaissance de l'Estonie, qu'il était aussi très proche du traducteur de l'estonien. Donc je me suis dit vraiment, ça vaut la peine de le contacter. Il a fait un essai très très convaincant. Donc on a commencé par cette... collaboration-là, qui est très importante, qui est essentielle en fait. À vrai dire, quand on a trouvé un auteur étranger, on a fait que la moitié du chemin. Il reste encore à rencontrer le traducteur. Et ensuite, il y a eu un certain nombre de signaux très très positifs qui se sont mis en place entre le mois de mai et le mois de septembre. Le livre sortait pendant la rentrée littéraire de septembre 2010. Et là, on a vu effectivement des libraires d'abord tomber amoureux du livre. Ensuite, on a su qu'elle obtenait le prix FNAC, qui à l'époque n'avait jamais été donné à un auteur étranger, un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'on a toujours regardé... en fait, Jean-Marc m'a dit après, si tu savais le nombre de fois où je t'ai dit... Où j'ai pensé te dire... il savait que je publierais aussi à côté d'elle une autrice américaine, qui était très intéressante, Tania James. Et plein de fois, j'ai eu envie de te dire, peut-être, on devrait plutôt miser sur elle. Bon, sur les réalités un peu aussi de nos métiers, de contingence, c'est que des fois... Et en même temps, il m'a fait confiance. Voilà. Il aimait aussi beaucoup ce livre, je pense, mais jamais il aurait imaginé qu'on en vendrait 200 000 exemplaires. Et c'est vrai que ça m'a marqué la manière dont, comme vous dites, l'histoire d'un petit pays si mal connu. Là, elle racontait cette histoire des années 40, à la période contemporaine, puisse autant passionner les Français. Après, je pense je m'étais dit à l'époque, ça va sûrement résonner dans l'esprit, dans le cœur des Français, parce que c'était un grand livre sur l'occupation et sur la mémoire de l'occupation au sein des familles. Et finalement, la France a quand même été une grande puissance occupée, certes, mais aussi occupante en Algérie et autres. Et je pense qu'il y a aussi ce genre d'écho, en fait. Donc c'est un peu ce qu'on recherche. Et c'est marrant, c'est exact. Finalement, votre question résume tout ce que j'aimerais faire terriblement au Bruit du Monde, c'est-à-dire à la fois aller chercher des histoires inédites et travailler des sujets qui n'ont pas encore été explorés, mais aussi choisir des auteurs qui sont capables de revisiter totalement un sujet
qu'on pensait complètement éculé, quoi, en fait. Voilà. Et je crois que la littérature, elle est toujours un peu là. C'est très intéressant ce que vous disiez par rapport à la traduction. Peut-être que tout à l'heure j'ai oublié justement ça dans mon profil. Parce que moi, tout d'abord, je suis traductrice, mais évidemment du grec et du latin. Et donc, moi, je dis toujours en rigolant avec, quand j'étais professeur, mes élèves, que moi, j'ai la chance que ni Homère, ni Platon, m'appelaient le soir pour me dire ça s'est pas bien traduit. Donc, ça va toujours bien. Et en plus, même si je me lançais à l'époque, notamment pour le théâtre, dans une traduction un peu audace, je peux dire, là on partage, encore une fois, on partage un récit commun. Et alors, pas forcément, on a besoin d'expliquer au public, je ne sais pas, le voyage d'Ulysse, même si la traduction c'est un peu audace ou parfois un peu trop audace. Là, je pense à des adaptations théâtrales contemporaines un peu trop, je dirais, voilà, contemporaines. En tout cas, quand même, on partage le même récit. Pour revenir au livre, là j'ai appris sur ma peau et surtout sur mes pages la responsabilité d'un éditeur de bien choisir un traducteur. Je peux raconter l'histoire française parce que c'était très intéressant. Moi, mon premier livre, La langue géniale, a été acheté par Le Belles Lettres, que c'était, pour moi, c'était le rêve de ma vie en tant qu'helléniste. Je me rappelle bien que quand j'ai appris la nouvelle, j'étais à la gare, j'étais en tournée pour mon livre en Italie, j'étais à la gare de Naples et quand ils m'ont appelé pour me communiquer la nouvelle, j'ai presque pleuré tout seul. C'était une histoire de joie. Mais il n'était pas les belles lettres si spécialisées, je dirais, dans un type de livre que quand même, ce n'est pas un livre spécialiste, c'est un livre grand public sur la langue grecque écrit en italien. Et alors, les traducteurs des références de la maison d'édition n'étaient pas à l'aise avec ce type de style, avec ma langue. Ils l'ont essayé, 2, 3, je crois, traducteurs, traductrices, mais le C, c'était pas convaincant dans ces cas-là. Alors, ils ont pris du temps, du retard. Moi, évidemment, je n'arrivais même pas à comprendre. Je pensais pourquoi le livre n'a pas sorti. Finalement, le choix s'est tombé sur une jeune femme qui n'avait jamais traduit aucun livre. Mais évidemment, sa traduction était énormément convaincante. C'est devenu ma traductrice officielle en français depuis toujours. Elle s'appelle Béatrice Robert-Boissier. C'est devenu ma meilleure amie. Là, elle aussi s'est lancée dans la traduction, notamment avec Stock. Mais comme là, j'habite en France, alors encore une fois, évidemment, c'est pas moi que j'ai traduit mes livres à moi, mais je l'écris, je suis obstinée à écrire qu'en italien. Bref, pour le livre qui vient de paraître chez Gallimard, c'était plutôt une sorte d'adaptation. Donc ce n'est pas une traduction pure, mais c'était vraiment un travail à deux pour rendre pas simplement la langue, mais même on peut dire, ma personnalité quand je parle français. Évidemment, ça arrive quand on a la chance de parler, de partager les langues. Sinon, il y a 2 pays où vraiment je n'ai aucune idée. Parfois, il y a le cas de l'espagnol. Dans mon cas, je lance même un appel en ligne. J'ai publié 3 livres traduits en espagnol. Le 4e, il est en cours de traduction. Je sais que j'ai toujours le même traducteur qui ne m'a jamais posé une seule question. Je n'ai aucune idée. Moi, je lui ai laissé des messages. Il n'a jamais répondu. Je ne sais pas, c'est un traducteur mystérieux. Je sais que l'éditeur coréen, il a renoncé parce que le traducteur était tellement désespéré. Alors, ça arrive, c'est important. C'est vrai que la formation des traducteurs est essentielle. La formation des langues, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'enseigne plus les langues et une variété de langues, on sera forcément appauvri éditorialement. Et après, ensuite, la formation des traducteurs. En France, on a aussi cette chance-là. D'être aidé, parce qu'il y a le Centre national du livre qui aide les éditeurs qui traduisent, mais les traductions sont expertisées, donc il faut travailler avec de bons traducteurs. Il y a à Arles le Centre international des traducteurs littéraires qui est formidable, qui organise des fabriques sur des langues plutôt rares, d'ailleurs c'est plutôt l'idée. Enfin, ils ont fait aussi des fabriques de l'italien, de l'espagnol, mais ça peut être l'hébreu. Et c'est des résidences comme ça de 3 mois où une équipe de traducteurs travaille ensemble sur des textes, échangent. Et dans les autres pays, c'est très précieux aussi pour nous. Là, je pense aux pays scandinaves qui sont très très forts pour ça, qui font beaucoup de séminaires. Parfois, un auteur voit ses 25 traducteurs venir avec lui dans le pays, afin d'échanger. C'est vraiment essentiel. Moi, ça m'est arrivé 2-3 fois le contraire, c'est-à-dire en tant que critique littéraire, je me rappelle, j'avais écrit une critique sur un livre, notamment sur un livre publié en Italie chez un éditeur tout petit, un livre d'une écrivaine canadienne.
qui s'appelle Gabriel Chiba, qui était un éditeur français, une éditrice qui s'était Raphaël Yerberg, il était avec le Grand Continent hier soir, il a repéré le critique littéraire, il a décidé d'acheter ce livre, de le faire publier en France. Il va parler, donc c'était intéressant, ou sinon le contraire, parfois j'avais, notamment dans l'art de résister, j'avais cité un écrivain italien formidable, grandiose, que c'est Giorgio Manganelli, qui est plutôt connu en tant qu'essayiste, mais pas forcément connu notamment à l'étranger, pas traduit en France en tant que poète. Et alors là, le fait de l'avoir cité, j'ai cité plusieurs poèmes à lui, a fait évidemment la traductrice française, et ça s'est passé même en Angleterre avec la langue anglaise, elle a dû traduire à nouveau le vers de Manganelli, et ça a aidé, contribué à pousser la traduction de ces poèmes. C'est formidable. Ouais. Et alors, si je me permets de reprendre un peu la parole à propos du prix pour passer, disons, du premier au deuxième moment de cette discussion. Donc je reviens un instant à la raison qui fait que c'est cette semaine que nous parlons de tout cela. Nous avons donc, à partir d'aujourd'hui, ouvert le site du prix littéraire, donc du prix Grand Continent, que vous pouvez trouver à l'adresse 3466.eu. Et je dis un mot de cela, donc il est disponible en 5 langues, dans les 5 langues du prix, dans lesquelles ne figure pas l'anglais, alors je dis peut-être un mot de ça parce qu'on en a parlé à plusieurs moments. Disons, la puissance du marché éditorial anglophone fait que parfois, c'était notre constat initial, il faut attendre qu'un livre polonais soit traduit en anglais pour qu'un éditeur espagnol s'y intéresse, et même parfois un éditeur français. Et l'idée était donc ici d'œuvrer, c'est pas du tout pour contrer l'anglais en soi, mais d'œuvrer au court-circuitage de ce détour dans certains cas, quand il est possible, et quand on peut donner sa chance à un livre, disons, sur le continent avant, et on lui souhaite aussi de passer dans la super machine anglophone qui donne accès évidemment à pour le coup différents univers continentaux. Donc ce site, pourquoi s'appelle-t-il 3466? Et c'est là que je glisse sur la deuxième partie de notre discussion. C'est parce que, j'utilise cela comme métaphore, mais c'est l'altitude à laquelle ce prix va être remis, puisque c'est un prix qui trouve sa racine, enfin son lieu d'ancrage, sur le Mont Blanc, du côté italien du Mont Blanc, où donc, là, à la fin de la semaine, le jury se réunira en mode hybride, pour certaines et pour certains, malheureusement, qui n'auront pas la chance d'aller dans les montagnes. Mais donc c'est un prix qui grâce à un partenariat avec plusieurs institutions de la région alpine, profite aussi de ce symbole très fort qu'est le sommet de l'Europe, pour justement porter un discours sur l'importance de la littérature en Europe aujourd'hui. Et l'idée était vraiment, j'insiste là-dessus, pas seulement à des fins de promotion, même si c'est la semaine où l'on en parle, donc il faut bien le faire un peu, mais bien pour dire que c'est un prix qui, contrairement, encore une fois, c'est pas une opposition frontale, mais contrairement à des prix littéraires dont l'imaginaire, notamment à Paris, peut être celui justement de prix parisiens donnés entre des portes fermées dans des cafés, on a choisi ici le contre-pied qui est tout aussi ancré dans l'imaginaire et dans la tradition, dans le passé européen, mais qui n'est pas l'univers du salon et du café, mais celui de la montagne. Et à ce titre, il y a vraiment une dimension symbolique que l'on essaye aussi de porter de ce côté-là. Et c'est donc parce que l'on parle du symbole que je glisse à la deuxième partie de notre conversation, qui, après avoir été concrète autour de l'expérience passée d'éditrice, de l'expérience de vos traductions et des voyages de vos livres, Andrea Marcolongo, peut-être vers une dimension plus abstraite ou plus générale, qu'elle soit vers le passé ou de façon un peu plus prospective vers les livres que vous attendez ou vous espérez lire dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, ou que vous allez bientôt publier pour certains, Marie-Pierre Gracedieu. Et je fixerai les cadres de la discussion de cette façon. Je vous le disais un peu au début de cette conversation, quand on regarde le passé, quand on parle des romans du 19e siècle ou du début du 20e siècle, il ne fait pas de doute, pas grand monde ne remettrait en cause l'idée que La Montagne Magique ou des romans de Virginia Woolf ou La Recherche du Temps Perdu soient des romans européens. Et cette dimension, non pas dans leur conception primitive, non pas dans les thèses qu'ils portent, puisqu'ils
voilà, un roman à thèse, c'est comme un objet sur lequel on a laissé la marque du prix, comme disait Marcel Proust. Donc, c'est pas dans les thèses qu'ils portent, mais dans l'écho qu'ils ont trouvé, dans les lecteurs qu'ils ont trouvés, et dans les répercussions, les ricochets créatifs qu'ils ont eus d'un bout à l'autre de l'Europe, et puis ensuite, évidemment, dans le monde. Mais il ne fait pas de doute pour quelqu'un, notamment à des yeux, je pense à des lecteurs d'Amérique latine, que ce sont des romans dont l'air de pertinence semble être quelque chose comme l'Europe, qui peut avoir des contours eux-mêmes mobiles, qui peut peut-être intégrer les espaces méditerranéens dont on essaiera de parler. Or, cette image-là du grand roman européen, si elle a fait florès aux États-Unis au fil du dernier siècle, puisque les Américains sont fiers d'avoir des grands romans qui incarnent chaque décennie, chaque période, elle semble avoir un peu disparu en Europe. Et l'idée ici n'est pas tant de la faire revivre coûte que coûte, mais de se poser la question, disons, de l'actualité de quelque chose qui y ressemblerait, et de vous interroger l'une et l'autre, à partir de vos expériences propres, sur ce que l'on peut attendre, disons, de nos lectures pendant les prochaines, dans l'avenir. Peut-être je commence par vous, Marie-Pierre Gracedieu, en vous demandant quel livre comptez-vous publier, puisque vous démarrez une maison d'édition, ou alors que représente pour vous cette dimension peut-être de pertinence européenne, de l'Europe comme espace de sens aussi pour une œuvre? Ça m'évoque tout de suite finalement le premier texte que j'ai choisi pour Le Bruit du Monde, qui m'a été recommandé. Alors c'est une histoire, je ne sais pas si elle est justement, en tout cas elle reflète la situation du moment, à savoir qu'une agente avec qui j'ai travaillé chez Gallimard, c'est l'agente d'Arunda Tiroy, que vous devez connaître ici, et que j'estime beaucoup. Donc elle travaille pour une agence anglaise, mais elle est d'origine néerlandaise, cette femme. Donc elle m'a appelé juste après la création de la maison pour me dire: je veux absolument te faire découvrir l'œuvre de cette autrice néerlandaise que je suis depuis quelques années, et enfin je la représente pour mon agence anglaise. J'ai convaincu l'agence de me suivre. Et donc il s'agit de son 7e roman, et j'y crois tellement que je l'ai fait traduire intégralement en anglais. Pourquoi? Parce que moi je ne lis pas, je ne suis pas la seule à ne pas lire le néerlandais, bien évidemment. Et c'est vrai que si elle m'avait proposé ce texte sans traduction anglaise, il est probable que je ne me serais pas contentée d'un rapport de lecture, parce que comme je le disais tout à l'heure, on passe notre temps à composer des comités de lecteurs en qui on a confiance. Là, pour Le Bruit du Monde, on a commencé. Pour l'italien à Marseille, on a trouvé des gens très intéressants. Pour l'arabe aussi, pour l'espagnol, mais pour les néerlandais, je n'avais personne. Et je pense que de toute façon, au cours de ces premiers mois, j'aurais jamais choisi un livre sans l'avoir lu du début jusqu'à la fin. Et en fait, je suis très fière de ce premier programme qui va finalement inclure une autrice néerlandaise, une autrice américaine qui raconte le destin de la communauté juive d'Alger, un auteur de langue serbo-croate exilé pendant 25 ans aux États-Unis et là qui revient à Sarajevo, un auteur français, marseillais, j'ai dit tout à l'heure, et une autrice danoise. Donc, en fait, comment j'ai réussi à composer ce programme qui est quand même assez plurilinguiste, parce qu'ils ont tous été traduits vers l'anglais, en fait, à un moment ou à un autre. Et donc, en même temps, je suis très heureuse que cette autrice néerlandaise avait déjà toute une œuvre qui méritait d'être découverte. Et du coup, j'ai fait la connaissance non seulement d'une traductrice du néerlandais, mais un peu plus qu'elle simplement. Là, je suis en train de me familiariser finalement avec toute cette scène littéraire, et je pense faire d'autres découvertes, je l'espère. Après, j'aurais pu la découvrir par l'allemand. L'allemand m'a servi aussi à découvrir des auteurs qui n'étaient pas encore traduits en français, d'autres langues. Et c'est une autrice, donc cette autrice néerlandaise, qui s'empare d'un sujet très universel, puisqu'en fait, ce qui l'a inspiré, c'est le quotidien des modérateurs et modératrices de contenu. Donc je pense que vous voyez peut-être qui sont ces personnes qui passent leur journée devant un écran, à devoir décider si telle ou telle image est trop violente ou pas. Et donc, c'est vrai que l'énoncé du sujet me plaisait beaucoup. Alors, en même temps, il me semblait pas encore trop exploré par les écrivains. J'avais vu un documentaire génialissime 2 ans plus tôt sur le sujet. Et en fait, j'étais très excitée à l'idée de lire ce texte, en même temps très apeurée, parce que je me disais que c'était aussi le genre de sujet qui pouvait tout à fait paralyser un écrivain. Et il se trouve qu'elle a vraiment convoqué une voix de femme assez amorale, très ambiguë par rapport au sujet. Et puis à un moment, justement, c'était la force de l'écrivain, c'est qu'elle s'est extraite de son sujet pour raconter la rencontre entre cette femme et une autre femme sur ses lieux de son travail, et comment la question du désir est compliquée,
dans un univers comme celui-là où l'intimité est malmenée. Voilà. Donc, on est très fiers de publier cette autrice. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué en même temps. L'Europe qui déjà quand même effectivement a pris un coup avec le Brexit. Donc, c'est rien de le dire. Et puis le sentiment anti-européen qu'il y a dans plein de pays. Donc moi, ce que je constate, c'est que les écrivains, d'une manière générale, quand même, ont de moins en moins envie d'être considérés dans leur nationalité, même aussi, en fait. Je ne sais pas si vous seriez d'accord. Ouais, moi, ce que j'entends dire, pas seulement par les écrivains, ils ont envie d'être traduits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision très globale, en fait. Et ça, c'est aussi un peu notre présence sur Internet, les liens qu'on a avec le monde. Donc finalement, pour un auteur, être traduit vers le chinois est extrêmement séduisant, être traduit vers l'anglais, et du coup, être traduit vers les langues européennes, ça reste important. Mais c'est la vraie question, c'est celle-là, en fait, quand même, le symbole, en fait, la puissance que représentent ces autres langues. Je sais pas si... Et moi, je suis ravie, justement, qu'on travaille sur ces questions-là, et je crois qu'en Italie, il y a une littérature qui est vraiment, chez Gallimard, je me suis beaucoup occupée, passionnante, très inspirée, en espagnol aussi. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un écrivain, être lu par des lecteurs anglophones ou sinophones, ce sont des marchés colossaux. Andrea Marcolombo. Oui, par rapport à tout ça, évidemment, c'est mon cas, c'est mon opinion. Moi, j'ai assez du mal à ça, avec le pays, les marchés. J'ai du mal avec les mots marché, les pays où je ne comprends pas la langue, je ne maîtrise pas du tout. Et alors, si je pense à la Chine, moi, là, je n'ai aucune idée. Je n'arrive pas... Depuis la pandémie, tout ça, je n'ai jamais voyagé en Chine. La vérité, que je n'ai aucune nouvelle. Je sais, pour moi, c'est assez effrayant. Savoir que mon livre, là, en ce moment, on parle un livre que pour moi, c'est quelque chose de très physique, de très concret. Et il est dans une librairie chinoise, peut-être, j'imagine, ou en ligne, lu par des gens dont moi, je ne vais jamais savoir rien. Pour moi, ça, c'est... Moi, j'ai vu en 15 ans, j'ai vu des auteurs, et je pense beaucoup aux anglais britanniques, mais aussi, je pourrais parler des français. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, en fait, ils avaient un peu peur d'être traduits en chinois parce que, d'abord, ils avaient très peur que leur livre soit piraté. On n'avait aucune nouvelle, pour le coup, réelle. C'est-à-dire qu'on ne savait jamais quand le livre paraissait, combien d'exemplaires avaient été vendus. Mais en 15 ans, j'ai vraiment vu les auteurs de plus en... Alors d'abord, j'ai des éditeurs chinois leur faire des offres colossales. Vraiment, ça représente des avaloirs fous et pas forcément pour des auteurs très reconnus. Et j'ai vu des auteurs anglais, j'en ai un en tête que là je ne nommerai pas, que j'apprécie beaucoup, mais qui après avoir refusé pendant des années d'aller en Chine, un coup s'est dit mais non, je ne peux pas refuser, donc il a fait une grande tournée comme ça. Donc de plus en plus, et ça tient, oui, donc les choses ont changé là-bas aussi finalement, la scène éditoriale, mais c'est compliqué quand même, parce qu'en même temps paraissent en Chine les livres qui ont été approuvés par l'État, qui ont passé le comité de censure, enfin, c'est pas non plus un pays... Je ne sais pas, là, avant de venir ici ce soir, je réfléchissais vraiment sur le sujet, le grand thème, c'est une littérature européenne aujourd'hui. Parfois, je m'interrogeais sur le sens d'une éducation européenne aujourd'hui, parce que j'ai constaté, moi, encore une fois, je suis italienne, j'habite en France, mon compagnon est espagnol, donc on parle pas mal de langues à la maison, mais je me suis rendu compte que le classique, en tout cas, une formation littéraire européenne dans 3 pays qui sont juste à côté, c'est très différent. On ne lit pas forcément, quand on ne suit pas un parcours d'études très spécialisé littéraire, on ne lit pas forcément à l'école ni un classique italien en France, ni en Italie. Moi, en Italie, si je rentre en Italie, je parle d'Aragon, ce n'est pas si évident que quelqu'un me comprenne. Comme moi non plus, je connais la littérature plus ou moins récente espagnole, donc on est tous à côté, mais... On parle de plus en plus, encore une fois, je ne veux pas toujours parler du grec et du latin, mais là, le fait d'apprendre à l'école, au lycée, le grec et le latin, mais notamment la littérature, parce qu'on n'apprend pas le grec et le latin simplement pour s'amuser, ou voilà, parce qu'on aime la grammaire, mais c'est vraiment pour partager un récit commun, pour plus que presque 2000 ans, c'était le récit européen. C'était vraiment le classique européen par excellence, c'est vraiment une façon pour partager, pour créer un terrain fertile, et même des catégories littéraires, je dirais, européens communs. Sinon, on a parfois l'impression de lire des romans très remarquables, mais dont on n'a aucune idée du pays dont il vient. Oui. Et puisque vous disiez justement que c'était, ce cadre, disons le cadre de la littérature avait été
fixé sur ces 2000 ans par des œuvres fondatrices des littératures grecques et latines. Quelles sont j'allais dire, les géographies mentales qui se sont agrégées à cette histoire, ou disons, quels sont les espaces naturels de la littérature européenne qui se sont fabriqués avec cet héritage. Et je pense notamment à quelque chose, puisque ça peut être peut-être un fil conducteur de certains de vos livres, le voyage aussi, enfin, quand on pense aux Argonautes, à Ulysse aussi, ou à Énée, c'est aussi une géographie méditerranéenne qui se profile là, et c'est aussi une invention européenne, la Méditerranée, enfin une invention du pourtour méditerranéen. L'Europe s'était aussi inventée depuis la Méditerranée, des deux côtés. Donc comment est-ce que vous réagiriez à ça, à cette idée que l'espace accompagne aussi le... Oui, j'aime bien ces questions, ces réflexions. Je me dis, j'aime beaucoup le terme de géopoétique, c'est-à-dire comme vraiment le paysage, mais la Méditerranée a formé une conscience littéraire partagée, commune et très très fertile. Je crois beaucoup à l'idée de la transmission du récit. Et alors, simplement parce qu'on n'est pas des êtres tombés du ciel démunis, sans aucun passé derrière nous et un avenir devant nous. Et alors là, si moi j'aime Homère, c'est parce qu'après Virgile il a repris le même récit, mais il a fait quelque chose de nouveau. Et alors parce qu'après Dante, il a pris le même récit, il a fait autre chose jusqu'à arriver à Baudelaire, jusqu'à arriver à Aragon, jusqu'à arriver à ce soir et sûrement à demain. Et alors là, quand même c'est intéressant que le prix du Grand Continent a lieu sur le Mont Blanc et alors pas dans la mer Méditerranée. Je pensais vraiment dans cet espace, parce que même les Alpes sont, je dirais, Marseille pour moi, c'est quand même la ville la plus ancienne de France finalement, et grecque, par les phocéens commencer. Puis c'est vrai que finalement toutes ces histoires entre deux rives. Moi j'avais publié chez Stock une grande autrice catalane qui a écrit un livre magnifique inspiré par le génocide arménien. Elle a imaginé en fait que le grand poète arménien Daniel Varoudjian, qui a été assassiné en 1915, ait eu un fils. Et en fait, elle a imaginé que ce fils aurait tenu un journal intime le temps de son exode à travers toute la Méditerranée, justement jusqu'à Marseille, en fait. Et c'est un livre vraiment magnifique. On sent cet enfant grandir, et il y a une halte en Grèce où justement il plonge pour essayer de trouver des trésors. Il travaille pour des gens, en fait, et donc au fond de la mer, en fait, il a les images de tous ces bateaux pleins d'Arméniens que les Turcs ont coulés. Et à un moment, ce qui est assez génial, c'est que le gamin n'a plus la force de tenir le journal, et c'est la mer qui reprend le récit. Et justement, au moment où ils arrivent à Marseille, et c'est vrai que cette rue longue des Capucins, qui est décrite dans le livre, moi à Marseille, je ne l'ai jamais vue de la même manière depuis ce livre, en fait. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la littérature, c'est vraiment qu'on redécouvre les lieux, leur histoire, et que tout est là, en fait. Est-ce que vous croyez encore, je vous le demande de façon un peu provocatrice, mais est-ce que vous croyez encore au roman comme forme de pure invention, puisque si l'on part à la recherche de récits ou de romans européens, de romans qui portent un récit, je le disais tout à l'heure, pas comme une thèse, mais comme un sens qui les entoure, on constate aussi dans les productions contemporaines, notamment en France, mais c'est quand même un peu le cas à l'étranger aussi, dans d'autres pays d'Europe, que la forme romanesque, hybride par excellence, glisse aussi vers des récits plus personnels, qu'ils soient auto-fictifs ou de la forme pure qu'on appelle maintenant récit, et qui sert à intituler beaucoup de textes qui paraissent. Donc qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de roman ou de grand roman à l'époque contemporaine? Je vous le demande en tant qu'éditrice et comme critique aussi, comme lectrice, à l'une et à l'autre. Moi, je suis l'exemple par excellence, parce que je n'écris pas ni des romans, ni des essais. J'écris, je sais pas, j'écris du récit, les mondes, il avait dit des journaux érudits, je sais pas, effectivement, je ne me suis même pas jamais posé la question je n'aime pas les étiquettes et tout ça. Je sais pas, c'est une très bonne question. Moi, là, en ces moments, je me dis de plus en plus que j'aimerais lire beaucoup plus de poésie européenne. Là, je trouve que la poésie encore, elle garde la force et cette fulgurance vraiment pour raconter, partager avec vraiment une telle synthèse, en même temps intensité,
un récit européen, c'est-à-dire le même poème aujourd'hui, surtout là en ces moments de crise et tout ça, je le trouve très, très fort. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que justement, en avril prochain, on va publier ce grand auteur dont je parlais tout à l'heure, de langue slavo-croate, qui, après 25 années d'exil aux États-Unis, est revenu à Sarajevo, et donc il est poète. Et en fait, c'est sa poésie que les Américains ont découvert en premier, parce que Paul Auster l'a beaucoup soutenu là-bas. Et nous, en fait, on va publier un récit qui est assez récemment aux États-Unis, et qui sera le premier avec lequel les lecteurs français le découvriront. Et aujourd'hui, justement, on rencontrait les personnes qui vont défendre nos livres en librairie, et ils avaient tous vraiment été assez éblouis par ce texte et émus. Et ils me disaient, on reconnaît le poète derrière ce texte. Ça me faisait extrêmement plaisir. Alors moi, j'aime énormément la poésie, et surtout, parmi les livres que j'ai publiés, il y a eu Ocean Vuong chez Gallimard avant de partir, qui est ce poète américano-vietnamien qui a écrit ce très beau premier roman. Quand je suis arrivée chez Gallimard, la première autrice que j'ai publiée, c'est Taïe Selassie, qui a écrit un roman, enfin, disons qu'il y avait une ambition romanesque folle dans ce livre, mais je ne sais plus quelle critique l'avait présenté comme un long poème en prose. Et c'est vrai qu'il y avait une langue, des images qui couraient sur la page, et c'est quand même magnifique quand on réussit à allier tous ces talents. Et finalement, moi, je trouve que c'est tellement libérateur de plus s'enfermer dans l'étiquette roman, récit. Là, on attend d'un auteur qui compose avec intensité, avec des pauses aussi. Et moi, c'était aussi le sens de ce projet du Bruit du Monde, justement, d'avoir une entière liberté formelle, en réalité. Donc, mais quand j'ai posé la question à Mezdin Mehmedinovic, cet auteur de langue slavo-croate, parce qu'en fait, il part d'un épisode personnel assez terrible. Il a failli mourir d'un infarctus à l'âge de 50 ans, donc en vivant encore aux États-Unis avec son épouse. Et donc il raconte comment à ce moment-là, il se rend compte que, forcé de suivre un traitement après ça, il risque de perdre la mémoire. Et en fait, à ce moment-là, il veut absolument retourner à Phoenix, Arizona, qui est la ville où sa femme, son fils et lui se sont réfugiés quand ils ont quitté Sarajevo à la fin du siège. Et il veut aller là-bas avec son fils, qui est du coup maintenant une trentaine d'années, pour consigner ses souvenirs avec lui et pour être sûr de ne pas les perdre. Et donc le livre devient à ce moment-là une sorte de road trip père-fils à travers cette Amérique, Phoenix, Arizona, qui est quand même assez saisissante. Et après, le livre devient... de façon c'est tragique, sa femme ensuite, elle aura un AVC et elle va vraiment perdre lentement la mémoire. Et tout ça est autobiographique quelque part. Après, il l'a composé de manière tellement subtile. Et même le début, les premières pages où on sent la mort venir, finalement, il y a une sorte de fantaisie, d'attention aux détails et tout, qui est totale, qui nous attrape. Et je lui ai dit, mais alors, dans certains articles aux États-Unis, c'est Mezdin, je vois que vous parlez de romans, puis parfois de récits. Et là, donc, on était en Zoom, lui à Sarajevo, puis c'était cet homme qui ressemble beaucoup à ses livres, j'ai l'impression, c'est assez impressionnant et touchant en même temps, et qui dit, mais peut-être j'ai fait de l'autofiction. Alors là, ça m'a renversé, parce que moi, j'ai toujours pensé que je détestais l'autofiction, parce que j'avais une certaine vision de l'autofiction qu'on a beaucoup subi en France pendant, je sais pas, peut-être 20 ans quand même. Et en fait, j'ai voulu essayer de comprendre ce qu'il a... Parce qu'effectivement, la matière est autobiographique. Après, il a tout recomposé. Et donc, dans le fait même, effectivement, d'accorder ton importance à un détail, de choisir de ne parler de ça qu'à certains moments du récit, il a fait la fiction, en fait. Et c'est cette liberté-là qui est magnifique sur un écrivain. Je vous pose peut-être une dernière question avant qu'on doive se séparer. La même à toutes les deux, mais si vous acceptez de jouer les bonnes fées sur le berceau du prix Grand Continent. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Ce serait une question un peu pédante, mais plutôt, puisque vous êtes toutes les deux intéressées par ce prix, en tout cas Andrea Marcolongo comme jury, et Marie-Pierre Grazieux comme éditrice, c'est-à-dire, j'allais dire, comme tous les éditeurs, nous avons l'espoir que ce soit un prix aussi dont vous puissiez vous saisir, dont vous puissiez suivre le résultat et possiblement vous intéresser à voilà, tout le monde peut candidater. C'est-à-dire, tous les livres qui paraissent cette année sont virtuellement candidats. Et puis à l'inverse, une fois qu'il y a un lauréat, les éditeurs aussi de littérature étrangère peuvent s'en saisir. Mais sans préjuger de cela, je vous demande simplement à l'une et à l'autre, quel contour aurait un candidat ou un lauréat idéal pour vous dans un tel prix? C'est pas forcément pour nommer ni des gens ni des genres, mais peut-être pour tracer les contours un peu prospectifs. Moi, je peux répondre ce que moi j'aimerais lire en tant que lectrice, tout d'abord. Je dirais vraiment un récit, si on veut dire comme
ça, que ce soit collectif, alors beaucoup moins la voix individuelle de l'auteur, mais qu'il a vraiment une sorte d'esprit politique, je dirais, notamment après ces 2 années des crises, des confinements. On s'est tous sentis assez seuls, au moins moi, seul dans je veux dire, coupé dans ce vraiment de récit collectif. J'aurais bien aimé entendre une voix, n'importe quelle voix raconter ces moments, plutôt que plein de différents récits individuels, privés, des histoires personnelles. C'est un peu gênant parce que du coup ça me fait penser à un livre français qu'on va publier que je vais très certainement vous adresser, parce que c'est exactement votre candidat idéal. En fait jusqu'au titre qu'on a choisi ensemble d'ailleurs, l'auteur et nous, qui est De notre monde emporté. Donc le collectif est dans le titre même, et c'est ce livre dont on a parlé rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on nous a présenté un auteur en arrivant à Marseille qui vit à Marseille depuis très longtemps et qui a travaillé sur l'histoire des chantiers navals de la Seine-sur-Mer. Et quand on m'en a parlé au début, je me suis dit, bon, les chantiers navals, alors je suis sensible à l'histoire industrielle et j'aime que la littérature s'en empare, mais de là à me passionner pour ce qui s'était passé à la Seine-sur-Mer pendant quand même des décennies. Et puis surtout, j'apprends que cet auteur, Christian Astolfi, il a déjà publié 2 livres qui ont eu un beau succès critique, mais qui se sont très mal vendus. Donc, je me dis, bon, voilà, pour faire plaisir à ce collègue qui me parlait de cet écrivain, je me suis dit, bien sûr qu'on va le lire, mais voilà. Et en fait, c'est drôle, parce que donc, son narrateur et son personnage, qui est en fait un jeune homme qui arrive sur ces chantiers au milieu des années 70 et qui y consacrera 15 années de sa vie professionnelle, il va vivre parallèlement la fin de ces chantiers, parce qu'ils vont être fermés, tu sais, en 88. Et ce qui est assez magnifique, c'est qu'il réussit dans une langue subtile, sensible, mais jamais manichéenne, à raconter le destin de ces hommes. Donc voilà, ce qu'ils font là, ce qu'ils travaillent. Et en fait, moi, j'ai eu le sentiment qu'ils me rendaient mon histoire, parce que, une histoire avec laquelle j'ai grandi, dont j'ai entendu des bribes, mais que j'ai jamais vraiment comprise. Et je pense que finalement, je pensais à ça collectif, individuel, parce que des fois, dans l'individuel, il y a le plus collectif. Oui, c'est vrai. Mais là, quand même, effectivement, d'un coup, il y avait cette ambition temporelle, parce que vraiment, le livre circule, encore une fois, du milieu des années 70 au début des années 90, parce que finalement, tout commence après, en fait, quand ces hommes essayent de réclamer réparation pour l'amiante et tout ce qu'ils ont subi, mais le faire dans une langue, justement, subtile, nuancée, qui montre que finalement, on n'a pas toujours le choix de son destin, mais pour autant, sans écarter toutes les joies, les amitiés, le désir, parce qu'il y a une grande histoire d'amour aussi qui traverse le livre. Et en même temps, retrouver l'histoire de la France, qui est en fait l'histoire aussi de l'Europe d'une certaine manière, parce que c'est la désindustrialisation quand même, en fait, ce qui raconte entre... ça, c'était une grande joie, voilà, éditoriale, de se dire, on touche et on y va, quelles que soient les ventes passées du précédent livre. Mais du coup, je partage ton sentiment, peut-être, mais en même temps, je trouve qu'en littérature, moi, j'attends d'un livre qui me surprenne terriblement. C'est-à-dire que d'un coup, effectivement, il va me faire... Ce prix-là va me faire découvrir une histoire à laquelle que j'ai jamais pu imaginer, et va vraiment utiliser les armes de la langue et aller voilà, dans les interstices finalement de nos attendus, quoi. Enfin voilà, de nos préjugés. Donc, merci beaucoup. Et nous espérons que l'air de Marseille et de la Méditerranée soufflera fort dans les voiles du prix Grand Continent. Merci Marie-Pierre Gracieux. Donc je rappelle que vous avez été éditrice longtemps chez Gallimard, directrice de la collection du monde entier, et que vous avez fondé depuis cette année, et avec des titres qui vont commencer à apparaître dans les prochaines semaines, et nous avons hâte, en mars. La collection, la maison d'édition Le Bruit du Monde, vous l'avez fondée à Marseille. Et merci Andrea Marcolongo, vous êtes écrivaine et membre du jury du prix Grand Continent, ce qui me permet de rappeler que vous l'êtes au même titre que d'autres écrivains que je nomme, Giuliano da Empoli, qui est italien qui est italophone comme vous, Javier Cercas qui est espagnol, Rosa Montero également, Géraldine Schwartz, Nora Bossong, Agatha Tushinska et Achille Bembe. Ce sont ces 8 personnes qui se réuniront ce samedi, à la fois réellement et virtuellement, en haut du Mont Blanc, pour cette édition de lancement, de démarrage du prix, qui, à partir de l'année prochaine, aura pour vocation donc de primer et de doter la traduction et la diffusion d'un ouvrage dans 5 langues européennes, mais qui, cette année déjà, remettra à titre honorifique un prix, disons, à
attaché non pas à un livre paru cette année, mais plutôt à une figure des dernières années de la littérature, qui permettra aussi peut-être de fixer un cap. Donc je vous invite à rester attentif à ce qui se passera ce week-end sur le Mont Blanc. Et puis demain également, pour les hispanophones qui nous suivent, la discussion continue, puisqu'elle est prolongée par les hebdomadaires miércoles. Donc mercredi, la discussion avec Rosa Montero, qui est membre du jury également, Pilar Reyes, qui dirige la maison d'édition Alfaguara, et Elena Ramirez, qui dirige la littérature étrangère du groupe Planeta et de la maison Seis Barral en Espagne. Je vous remercie et bonne soirée à toutes et à tous. Pierre ?